toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, je vais vous faire la lecture du chapitre 15 de La Pierre de Lune de Wilkie Collins. Donc, dans le chapitre précédent que vous a lu Hélène hier, le sergent Cuff continue l'enquête et interroge tous les domestiques de la maison. Et petit à petit, donc, elle se rend compte que décidément, le comportement de Rosanna Spearman, la seconde housemaid de la maison, a été très suspect depuis la disparition du diamant. Donc, Monsieur Franklin, quant à lui, est absolument convaincu que c'est Rosanna Spearman qui a volé le diamant. Et il a à tout prix envie d'en faire part à sa maîtresse, Lady Julia. À sa tante, Lady Julia. Mais le sergent Cuff l'en dissuade en lui expliquant que si Lady Julia est au courant, elle en informera sa fille, Miss Rachel, et cela semble lui poser problème. Donc, Monsieur Franklin se laisse finalement convaincre de ne pas en parler à sa tante. Et le chapitre 14 se clôt sur le départ de Betteredge et du sergent Cuff vers les sables tremblants où ils vont avoir une petite discussion. Et je commence donc avec la lecture du chapitre 15. Le sergent garda le silence, absorbé dans ses réflexions, jusqu'à ce que nous nous trouvassions dans le bois de sapin. Là, il se secoua comme un homme qui a pris un parti, et il m'adressa de nouveau la parole. « Monsieur Betteredge, dit-il, puisque vous m'avez fait l'honneur de vous embarquer sous mes ordres et dans ma barque, et que votre concours peut m'être précieux, je ne vois aucune raison pour continuer à nous tromper mutuellement. Je vais donc vous donner pour ma part l'exemple de la franchise. Vous êtes décidé à ne me donner aucune information contre Rosanna Spearman parce qu'elle s'est montrée bonne fille vis-à-vis de vous et que vous la plaignez sincèrement. Ces considérations pleines d'humanité vous font infiniment d'honneur, mais dans les circonstances actuelles, elles se trouvent perdre de leur valeur. Rosanna Spearman ne court aucun danger, non, aucun, quand même j'acquerrai la preuve de sa complicité dans la disparition du diamant, et cela aussi clairement que je vois votre nez au milieu de votre visage. Entendez-vous par là que Milady ne poursuivrait pas sa mise en accusation ? Demandai-je. Je veux dire que Milady ne pourra pas poursuivre, répondit-il. Rosanna n'est qu'un instrument passif entre les mains d'une autre personne, et on l'épargnera en faveur de cette même personne. Il parlait avec le plus grand sérieux, on ne pouvait le nier, et je sentis quelque chose en moi qui bouillonnait en l'écoutant. Ne pouvez-vous donc mettre un nom sur cette personne ? Insistai-je. Ne le pouvez-vous pas vous-même, monsieur Betteredge ? Non. Le sergent resta immobile et me considéra de la tête aux pieds avec un mélancolique intérêt. C'est toujours avec plaisir que je pratique l'indulgence envers les faiblesses de notre nature humaine, dit-il. J'éprouve une indulgence toute particulière pour les vôtres, surtout en ce moment, monsieur Betteredge. C'est sans doute par des motifs tout aussi louables que vous vous sentez porté vers Rosanna Spearman, n'est-il pas vrai ? Sauriez-vous par hasard si cette fille vient de renouveler une partie de son linge Je ne pus deviner pourquoi il arrivait ainsi, sans transition, à cette bizarre question. Ne voyant aucun mal pour Rosanna à répondre la vérité, je dis qu'elle était arrivée chez nous avec une garde-robe très mal pourvue, et que Milady, comme récompense de sa bonne conduite, j'appuyai là-dessus, venait de lui donner un trousseau, il n'y avait pas plus de 15 jours. Comme tout va de travers dans ce bas monde, fit le sergent, la vie humaine semble une cible sur laquelle la mauvaise fortune frappe incessamment. Sans l'affaire du trousseau, nous aurions trouvé un jupon ou une robe de nuit toute neuve dans le linge de Rosanna, et elle eût été découverte ainsi. Vous suivez aisément ma pensée, n'est-il pas vrai ? Puisque vous avez questionné les femmes vous-même, vous êtes au courant des incidents bizarres que 2 d'entre elles ont appris à la porte de Rosanna, et vous devinez sûrement à quelle occupation se livrait cette fille lorsqu'elle se disait malade. Comment ? Vous ne vous en doutez point ? C'est pourtant aussi clair que le rayon de soleil qui brille là-bas autour des arbres. Jeudi, à 11 heures du matin, l'inspecteur Seagrave, lequel réunit en lui toutes les infirmités de l'esprit, attire l'attention des femmes sur la tâche de la porte. Rosanna a des raisons à elle connues pour se méfier de ses vêtements. Elle prend un prétexte pour regagner sa chambre, trouve la trace de la peinture sur sa robe de nuit ou sur un vêtement quel qu'il soit, voit que la tache reparaîtra toujours. Elle part subrepticement pour la ville afin d'y acheter l'étoffe semblable à celle de l'objet endommagé. Elle le confectionne seule dans sa chambre pendant la nuit du jeudi, allume un feu pour sécher et repasser le nouveau vêtement après l'avoir lavé.
car elle se serait gardée de détruire l'autre. En effet, elle savait 2 de ses camarades en train de l'espionner. Elle pouvait aussi craindre d'être trahie par l'odeur du brûlé et par le bois qu'il lui faudrait monter chez elle. Elle conserve donc l'objet taché, peut-être sur elle, et cherche en ce moment à s'en débarrasser dans quelque endroit sûr et commode le long de ce rivage désert que vous connaissez. Je l'ai suivie ce soir jusqu'au hameau de pêcheurs et jusqu'à un des cottages où nous allons sans doute visiter avant de nous en retourner. Elle est restée un certain temps dans cette maison et en est sortie, dissimulant, à ce qu'il m'a semblé, un paquet sous son manteau. Un manteau sur des épaules féminines est un emblème de la charité. Il couvre bien des fautes. Je l'ai vue ensuite se diriger le long de la côte vers le nord. Vos côtes sont-elles considérées comme un des jolis paysages maritimes, monsieur Betteredge? Un oui assez sec fut ma réponse. Comme les goûts diffèrent, dit le sergent. En jugeant ce rivage à mon point de vue, je n'en ai jamais trouvé que j'admirerais moins. Si vous avez à suivre quelqu'un dans cette direction, et que cette personne se retourne par hasard, vous ne rencontrez pas un seul endroit abrité où vous puissiez vous dissimuler. J'avais le choix d'arrêter Rosanna sous prévention et de la laisser poursuivre en liberté son petit manège. Pour des raisons dont je vous épargne l'exposé, je me décidai à ne reculer devant aucun sacrifice, afin d'éviter de donner trop tôt l'éveil à une autre personne dont nous tairons le nom entre nous. Je suis donc revenu à la maison, vous prier de me conduire au nord du rivage par un autre chemin. Le sable est, par rapport aux empreintes de pas, un des meilleurs agents de police que je connaisse. Si nous ne joignions pas Rosanna Spearman en allant ainsi à sa rencontre, le sable nous mettra au courant de ce qu'elle a fait, pour peu que le jour ne baisse pas trop rapidement. Voici le sable. Permettez-moi de vous engager à vous taire d'abord et à me laisser faire. S'il existe une maladie, une fièvre qu'on puisse nommer la fièvre de délation, celle-ci avait envahi votre très humble serviteur. Le sergent passa à travers les monticules de sable et gagna le rivage. Je le suivis, tout agité, et j'attendis un peu à l'écart de ce qui surviendrait. Le hasard fit que je me trouvais arrêté à la même place où je me souvenais avoir causé avec Rosanna, lorsque M. Franklin nous apparut soudain, arrivant de Londres. Pendant que mes yeux suivaient le sergent, ma pensée se reportait à ce qui m'avait été dit par Rosanna dans cette occasion-là. Je crus encore sentir cette pauvre enfant glissant sa main dans la mienne et la serrant amicalement avec un élan de reconnaissance pour l'intérêt que je lui montrais. Il me semblait encore entendre sa voix lorsqu'elle me disait que les sables tremblants l'attiraient malgré elle. Enfin, je vis passer devant moi le rayonnement de sa figure lorsqu'elle aperçut M. Franklin arrivant gaiement vers nous à travers les monticules de sable. À mesure que j'évoquais ces souvenirs, la tristesse m'envahissait de plus en plus, et lorsque je levai les yeux pour secouer ces pensées, la vue de cette petite baie solitaire ne servait guère à me réconforter. Le jour achevait de baisser, et un calme presque sinistre régnait sur cette plage déserte. Le mouvement de la mer, s'élevant et s'abaissant au large sur le banc, s'opérait sans bruit. Et dans l'espace qui était le plus rapproché de nous, l'eau gisait silencieuse, obscure, et sans un souffle de vent pour l'animer. Des masses de varech à l'aspect verdâtre flottaient à la surface des flaques d'eau. L'écume stagnante apparaissait de loin en loin, éclairée par les dernières lueurs du jour qui s'éteignaient sur les grandes pointes de rochers, sortant hors de l'eau, au nord et au sud. Nous étions à l'heure de la marée. Pendant que je regardais ainsi vaguement et dans l'attente la face roussâtre des affreux sables tremblants, commença à frissonner et à s'agiter, seul et lugubre indice du mouvement dans ce lieu désolé. Je vis le sergent tressaillir lorsqu'il aperçut le frémissement du sable. Il l'observa en silence pendant quelques instants, puis revint vers moi. « Voilà un endroit très, très déplaisant, monsieur Betteredge, me dit-il. On ne distingue aucune trace de Rosanna Spearman sur le rivage, à quelque place que vous regardiez. » Il m'emmena un peu plus bas, et je m'assurai moi-même que ses pas et les miens étaient les seuls dont l'empreinte fût visible. Dans quelle direction est le hameau de pêcheurs par rapport à l'endroit où nous sommes? Cobb's Hall, dis-je, c'est le nom du hameau, se trouve près de nous au sud. J'ai vu cette fille ce soir, reprit M. Cuff, marchant le long du sable vers le nord. Donc, elle devait se diriger vers cet endroit-ci. Cobb's Hall est-il derrière cette pointe de terrain, et pouvons-nous y arriver, maintenant que la marée est basse, par le rivage?
Je répondis affirmativement aux deux questions. « Veuillez m'excuser, dit le sergent, si je vous demande de nous acheminer vivement. Je désire, avant que la nuit soit close, découvrir l'endroit où elle a quitté la berge. » Nous avions parcouru environ 200 mètres lorsque le sergent tomba sur ses genoux, comme saisi du désir de faire sa prière. « Je reviens un peu sur le compte de votre paysage marin, dit-il. Voici les pas d'une femme. Appelons-les ceux de Rosanna, jusqu'à preuve du contraire. Ce sont des pas bien embrouillés, veuillez le remarquer, mais embrouillés à dessein. Ah, la pauvre créature, elle se rend compte aussi bien que moi de la délation du sable. Mais elle paraît avoir été trop pressée pour effacer ses pas avec un succès complet. Voici une empreinte qui vient de Copp's Hall et l'autre qui y retourne. Ne voyez-vous pas la pointe de son soulier à l'endroit vers l'eau et plus bas 2 talons tournés dans la direction opposée? Je ne voudrais pas vous blesser dans vos sentiments, mais je crains que Rosanna ne soit fort rusée. Il semble qu'elle ait été décidée à gagner le lieu que nous venons de quitter, sans laisser aucune trace de sa marche sur le sable. En conclurons-nous qu'elle s'est mise dans l'eau d'ici à la pointe de rocher qui se trouve derrière nous, qu'elle est revenue par le même chemin et a repris le rivage là où l'empreinte de 2 talons est marquée? Oui, c'est bien cela. Cela correspond à la pensée que j'avais qu'elle cachait quelque chose sous son manteau en quittant le cottage. Non pas un objet à détruire, car en ce cas, de quelle utilité seraient toutes ces précautions pour m'empêcher de connaître le but final de sa promenade? Non, il faut plutôt supposer qu'elle avait quelque chose à cacher pour le conserver. Peut-être, en nous rendant au cottage, découvrirons-nous quelle était cette chose. Devant cette proposition, ma fièvre de recherche se calma soudain. « Vous n'avez nul besoin de moi, dis-je. À quoi puis-je vous servir ?»« Plus je cultive votre connaissance, monsieur Betteredge, repartit le sergent, plus vos vertus me frappent. De la modestie? Quelle rare qualité en ce monde, et à quel degré vous la possédez. Mais en admettant que j'entre seul au cottage, la langue de ces bonnes gens ne se déliera jamais pour répondre à mes questions, tandis que présentée par vous, si justement estimée ici, la conversation marchera comme par enchantement. Cela saute aux yeux, qu'en dites-vous? » Ne trouvant à faire aucune réponse aussi piquante que je l'eusse désiré, j'essayai de gagner du temps en lui demandant dans quel cottage il voulait aller. À la description du sergent, je reconnus qu'il s'agissait d'un cottage habité par un pêcheur du nom de Yolan, avec sa femme et sa famille, composée d'un fils et d'une fille déjà sortis de l'enfance. Si vous voulez jeter un coup d'œil en arrière, vous verrez que, lorsque je vous fis connaître pour la première fois Rosanna Spearman, je vous dis qu'elle ne variait sa promenade vers les sables tremblants que pour aller voir des amis à Copp's Hall. Ces amis étaient les Yolan, dignes gens, respectés et considérés dans leur voisinage. Rosanna les avait connus d'abord par leur fille, qui avait un pied estropié, et qu'on désignait de nos côtes sous le nom de Lucie la boiteuse. Ces 2 filles avaient peut-être puisé dans leur difformité un penchant mutuel. En tout cas, les Yolan et Rosanna étaient au mieux ensemble. La découverte du sergent touchant le but de promenade de cette fille me mit beaucoup plus à l'aise pour répondre à ces questions. Rosanna n'avait fait que se rendre là où elle avait l'habitude d'aller. Prouver que son temps s'était passé avec la famille du pêcheur équivalait à établir l'innocence de ses occupations. Donc, bien loin de lui faire du tort, c'était lui rendre service que de m'avouer persuadé par la logique du sergent. J'usai de ce moyen. Nous partîmes pour Copp's Hall en suivant les pas de Rosanna sur le sable, tant que le jour dura. Quand nous arrivâmes au cottage, le pêcheur et son fils se trouvèrent être sortis en bateau, et Lucie la boiteuse, toujours faible et fatiguée, se reposait sur son lit. La bonne Mrs. Yolan nous reçut seule dans sa cuisine. Lorsqu'elle apprit que le sergent Cuff était une célébrité de Londres, elle étala une bouteille de gin hollandais avec des pipes neuves sur la table et se mit à contempler M. Cuff comme si elle ne pouvait se rassasier de le voir. Je m'assis tranquillement dans un coin, curieux de savoir comment le sergent s'y prendrait pour aborder le sujet de Rosanna Spearman. Ses manières détournées devinrent encore plus rusées dans cette occasion. Je ne saurais me rappeler par quel chemin il s'approcha de son but. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il commença par la famille royale, continua par les méthodistes, puis vint le prix du poisson. De là, il arriva, sans paraître y toucher, à la perte du diamant, à la méchanceté de notre première housemaid et à la dureté générale des servantes de la maison envers Rosanna.
Parvenu à ce point de son discours, il raconta qu'il s'occupait de recherche de la pierre de lune, en partie pour la retrouver, et aussi dans le but charitable de disculper Rosanna des injustes soupçons que faisaient peser sur elle ses ennemis. Un quart d'heure après notre entrée, la bonne Mrs. Yolande était persuadée qu'elle parlait au meilleur ami de Rosanna, et elle pressait le sergent de soutenir son moral et de réconforter son estomac par un verre de la liqueur hollandaise. Dans la conviction où j'étais que le sergent perdait son temps auprès de Mrs. Yolland, je m'amusais de leur conversation, exactement comme si j'eusse assisté à une comédie. Le grand Cuff fit preuve d'une patience surprenante, tirant un coup de feu de temps à autre au hasard et courant après la chance de tomber une fois juste. Quoi qu'il fît, il ne ressortit de la conversation de Mrs. Yolland que des faits à l'avantage de Rosanna et aucun à son préjudice. Le tout était débité avec une volubilité à en perdre haleine par Mrs. Yolland, qui mettait toujours toute sa confiance en M. Cuff. Il tenta son dernier effort lorsque nous regardâmes nos montres et que nous nous préparâmes au départ. « Je vais vous souhaiter le bonsoir, madame, dit le sergent, et je dirai seulement en parlant que Rosanna Spearman a en votre serviteur quelqu'un qui lui veut sincèrement du bien. Mais là, croyez-moi, elle ne pourra jamais rester dans sa place actuelle, et mon avis serait qu'elle le quittât. »« Que Dieu vous bénisse, mais elle va le quitter, s'écria Mrs. Yolland. Rosanna Spearman songeait à quitter la maison. À ce mot, mes oreilles se dressèrent. Il semblait étrange, pour ne rien dire de plus, qu'elle n'en eût prévenu ni Milady ni moi. J'eus la pensée que le dernier effort de M. Cuff pourrait bien avoir atteint son but, et que ma participation à son entreprise n'était pas inoffensive comme je m'en flattais. Ce pouvait être l'affaire du sergent de tromper une honnête mère de famille en l'enlaçant dans un réseau de mensonges. Mais quant à moi, mon devoir m'ordonnait comme bon protestant de me souvenir que le père du mensonge est le démon, et que le mal et le diable vivent toujours de compagnie. Aussi, pressentant de nouvelles noirceurs, j'essayai d'emmener le sergent. À l'instant même, il se rassit et demanda un verre du réconfortant hollandais. Mrs. Yolland s'assit en face de lui et lui offrit sa petite goutte. J'allai vers la porte de fort mauvaise humeur en disant que je pensais qu'il était temps de leur souhaiter le bonsoir. Pourtant, je ne m'en allais point. « Alors vraiment, elle compte quitter sa place ?» reprit le sergent. « Mais que fera-t-elle après cela ? C'est triste, bien triste, car cette pauvre fille n'a pas un ami en ce monde, sauf vous et moi. »« Ah, mais si, pourtant, elle en a, repartit Mrs. Yolland, car elle est venue ce soir ici comme je vous l'ai dit, et après un bout de conversation avec ma fille, Lucie, et moi, elle nous a demandé à monter dans la chambre de celle-ci. Il faut vous dire que c'est le seul endroit où il y a des plumes et de l'encre. J'ai besoin d'écrire une lettre à une amie, me dit-elle, et je ne puis jamais le faire à la maison par suite de l'espionnage des domestiques. À qui la lettre était-elle adressée? Je ne saurais vous le dire, mais il faut qu'elle ait été d'une fameuse longueur, à en juger par le temps qu'elle a passé en haut. Je lui ai offert un timbre, mais en redescendant, elle n'avait pas sa lettre à la main et n'a pas accepté le timbre. Elle est un peu trop réservée, cette pauvre créature, comme vous le savez, sur son compte même et sur ses affaires, mais il est certain qu'elle a des amis quelque part, et c'est chez eux, n'en doutez pas, qu'elle doit aller. « Sera-ce bientôt ?» demanda le sergent. « Aussitôt qu'elle le pourra, » dit Mrs. Yolland. Ici je quittai de nouveau la porte. Moi, qui étais à la tête de la maison de Milady, je ne pouvais permettre sans le relever la continuation de ce bavardage sur un de nos domestiques. « Vous devez vous tromper sur le compte de Rosanna Spearman, dis-je. Si elle avait dû quitter sa place, je pense qu'elle se serait adressée d'abord à moi. »« Me tromper ?» cria Mrs. Yolland. « Quand il n'y a pas une heure, elle achetait chez moi des articles de voyage. Oui, monsieur Betteredge, chez moi et dans cette même chambre. Tiens, ceci me rappelle autre chose, continua cette insupportable femme qui se mit à fouiller dans ses poches. Quelque chose que j'ai à vous dire à propos de Rosanna et de son argent. Y a-t-il des chances pour que l'un de vous la voie en rentrant à la maison ? » « Je me chargerai de votre commission pour elle avec le plus grand plaisir, » dit M. Cuff avant que je pusse placer un mot. Mrs. Yolland sortit de sa poche quelques pièces de menu monnaie qu'elle se mit à compter dans sa main avec la plus exaspérante lenteur. Puis elle tendit l'argent au sergent, non sans paraître désolée de s'en séparer.
Puis-je vous prier de remettre ceci avec toutes mes amitiés à Rosanna, dit Mrs. Yolland. Elle a tenu à me payer le peu d'objets dont elle a eu la fantaisie ici ce soir, et certes l'argent est le bienvenu dans cette pauvre maison. Pourtant, je me reproche presque d'avoir accepté les maigres épargnes de cette fille, et à vous dire la vérité, je ne crois pas que mon mari soit content, quand il reviendra demain de son ouvrage, d'apprendre que je me suis laissé rembourser par elle. Dites-lui donc, je vous prie, que je lui fais cadeau de ce qu'elle m'a acheté. Mais voyons, ne laissez pas cet argent traîner ainsi sur la table, fit Mrs. Yolland avec insistance, en remettant la somme devant le sergent, comme si les pièces lui eussent brûlé les doigts. Non, vraiment, soyez donc un brave homme, car les temps sont durs et la chair est faible, et je pourrais bien être tenté de le réintégrer dans ma poche. Allons, partons, dis-je. Je ne puis attendre davantage, il faut que je rentre. Je vous suis immédiatement, dit le sergent. Pour la 3e fois, je gagnai la porte, et je pus cette fois encore en passer le seuil. C'est une affaire très délicate, entendis-je dire au sergent, que de lui faire reprendre l'argent, car vous lui aviez sans doute vendu ces objets bon marché. Bon marché, s'exclama Mrs. Yolland. Tenez, et jugez-en plutôt par vous-même. Elle prit sa chandelle et mena le sergent vers un coin de la cuisine. Se fût-il agi de sauver ma vie, je n'eusse pu m'empêcher de les suivre. Là, gisait à terre dans un coin un amas de vieilles ferrailles et de débris que le pêcheur avait dû ramasser à la suite des naufrages assez fréquents sur ses côtes, et dont il n'avait pu encore se défaire. Mrs. Yolland plongea dans ce capharnaüm et en sortit serrant une vieille boîte en étain laqué avec son couvercle et une patte servant à l'accrocher. C'était justement le genre de coffre dont se servent les marins pour protéger contre l'humidité leurs cartes et leurs papiers à bord du navire. Là, reprit-elle, Rosanna m'a acheté ce soir le pendant de celle-ci. Elle fera très bien, disait-elle, pour y mettre mes cols et manches et leur éviter d'être écrasés dans ma malle. 1 shilling 9 pence, monsieur Cuff. Pas un demi-sou de plus, aussi vrai que je suis en vie. C'est donné, soupira le sergent. Il se mit à soupeser la boîte, et je crus en même temps saisir quelques notes de la dernière rose d'été. Plus de doute maintenant. Il venait d'acquérir une nouvelle preuve de la culpabilité de Rosanna, et cela dans le lieu même où je croyais sa réputation le plus à l'abri, et cela encore par mon intermédiaire. Je vous laisse à penser ce que j'éprouvai, combien je pus regretter d'avoir servi d'introducteur au sergent Cuff auprès de Mrs. Yolland. En voilà pourtant assez, dis-je, nous ne pouvons plus tarder. Sans faire la moindre attention à moi, Mrs. Yolland courut de nouveau vers le capharnaüm et en ressortit cette fois une chaîne à chien à la main. Pesez donc un peu ceci, monsieur, dit-elle au sergent. Nous en avons 3, et Rosanna en a emporté 2. Que pourrez-vous faire, ma chère, d'une paire de chaînes pareilles, lui ai-je demandé. En les réunissant, me répondit-elle, elles entoureront bien mon coffre. La corde est moins chère, oui, dit Rosanna, mais la chaîne est plus sûre. Enfin, qui a jamais vu une boîte ficelée avec du fer? Oh, mistress Yolland, ne faites pas tant d'objections, et laissez-moi prendre ces chaînes. Singulière fille, monsieur Cuff, solide comme l'or, et aussi dévouée qu'une sœur à ma Lucie, mais vraiment étrange. Bref, j'en ai passé par sa fantaisie. 3 shillings 6 pence, foi d'honnête femme, 3 shillings 6 pence, monsieur Cuff. Chacune? Demanda le sergent. Toutes les 2, fit Mrs. Yolland. Toutes les 2. C'est pour rien, répondit le sergent, hochant la tête. C'est vraiment pour rien. Voici l'argent, reprit cette bavarde, en regagnant le côté de la table où le petit tas était déposé, comme s'il exerçait sur elle une attraction irrésistible. Le coffre et les chaînes sont tout ce qu'elle a acheté et emporté. Total, 5 shillings 3 pence. Dites-lui, avec bien des amitiés de ma part, que ma conscience me défend d'accepter les épargnes d'une pauvre fille qui peut en avoir grand besoin. Eh bien, ma conscience à moi ne me permet pas de reporter cet argent, repartit le sergent. Le marché conclu avec elle est presque un cadeau que vous lui avez fait. Cela est évident. Est-ce votre opinion sincère, monsieur dit Mrs. Yolland, dont le visage se rasséréna à ces paroles. Il ne peut y avoir un doute là-dessus, dit le sergent. Demandez plutôt à monsieur Betteredge. C'était peine perdue que de s'adresser à moi, dont ils ne purent tirer rien autre chose que bien le bonsoir. La peste soit de cet argent, dit Mrs. Yolland. Sur ces mots, elle parut abandonner tout respect humain, et saisissant d'un seul coup la pile tout entière, elle la jeta sans plus de façon dans sa poche.
Cela vous fait mal au cœur de voir cette somme rester là sans que personne veuille la prendre, cria cette déraisonnable créature. Après quoi, elle s'assit brusquement et regardant le sergent comme pour dire « La somme est dans ma poche, tâchez donc un peu de la ravoir. » Cette fois, non seulement je pris la porte, mais je gagnai la route et marchai vers la maison. Expliquez ceci comme vous pourrez, je me sentais mortellement offensé par les 2 êtres que je quittais. Je n'avais pas fait 10 pas que le sergent me rejoignait. « Merci de votre présentation, monsieur Bettreige, me dit-il. Grâce à vous, je connais une sensation nouvelle. Mrs. Yolland m'a parfaitement dérouté. » Je fus sur le point de lui lancer une réponse impertinente, et cela par l'unique raison que, me sentant de si méchante humeur, je la déversai sur tout le monde. Mais lorsqu'il me fit cet aveu, j'éprouvai une sorte de satisfaction, et je me demandai si le mal n'était pas moins grave que je ne le craignais. Je gardai un silence prudent, tant que je n'étais pas mieux mis au courant. « Oui, reprit le sergent, qui semblait lire dans mes pensées à travers l'obscurité. Votre intérêt pour Rosanna vous fera apprendre avec plaisir qu'au lieu de me mettre sur la piste, vous avez servi à me la faire perdre entièrement. Ce que cette fille a fait ce soir est assez clair. Elle a réuni les 2 chaînes, les a attachées à la hampe de la boîte et a plongé celle-ci dans l'eau de la baie ou dans le sable mouvant, puis elle aura fixé le bout de la chaîne à quelque rocher connu d'elle seule. Elle laissera cette caisse ainsi amarrée et soustraite au regard jusqu'à ce que l'affaire du diamant soit apaisée. Alors, elle pourra la retirer à son aise et quand il lui plaira. Tout ceci apparaît nettement. Mais poursuivit le sergent sur un ton d'impatience que je ne connaissais pas encore à sa voix, le mystère à pénétrer est de savoir que diable elle a pu cacher dans cette boîte. Je pensais intérieurement la pierre de lune, mais je me bornai à dire au sergent « Ne sauriez-vous le deviner ?» « Ce n'est pas le diamant, dit M. Cuff. L'expérience de toute ma vie est en défaut si Rosanna Spearman possède le diamant. » À ces mots, la maudite fièvre d'enquête me ressaisit de nouveau, et je m'oubliai dans mon ardent désir de deviner cette nouvelle énigme. Aussi m'écriai-je inconsidérément « Le vêtement taché !» Le sergent fit halte dans l'obscurité et posa sa main sur mon bras. « Un objet jeté dans les sables mouvants reparaît-il jamais à la surface ?» demanda-t-il. « Jamais, lui répondis-je. Pesant ou léger, ce qui descend dans les sables y est englouti et on ne le revoit plus. Rosanna Spearman connaît-elle cette particularité ? Elle le sait aussi bien que moi. Alors, dit M. Cuff, que ne se bornait-elle à placer une pierre dans ce vêtement et à jeter le tout dans le gouffre ? On ne voit même pas l'ombre d'une raison pour l'avoir caché, et pourtant elle n'a voulu manifestement que le cacher et non le perdre. Voilà une énigme à deviner, continua le sergent, marchant toujours. Le vêtement sali par la peinture était-il un jupon ou une robe de chambre ? Ou bien est-ce quelque autre objet qu'il faille conserver à tout prix ? Monsieur Bettreige, s'il ne survient pas d'empêchement, il faut que je me rende demain à Frizinghall Hall et que je découvre ce qu'elle a acheté en ville lorsqu'elle y est allée furtivement et a rapporté l'étoffe nécessaire pour faire le vêtement qu'il devenait urgent de remplacer. Il y a quelque inconvénient à quitter la maison dans les circonstances présentes, mais celui d'agir dans l'obscurité sans avoir de nouveaux renseignements est encore plus grave. Pardonnez-moi d'être aussi agacé, mais je me sens amoindri à mes propres yeux, car Rosanna Spearman est parvenue à m'embarrasser sérieusement. Lorsque nous revînmes, les domestiques soupaient. La première personne que nous aperçûmes fut l'agent de police que l'inspecteur Seagrave avait laissé à notre disposition. Le sergent lui demanda si Rosanna était rentrée. Oui. Quand cela ? Depuis 1 heure environ. Qu'avait-elle fait ? Elle était montée, ôté son manteau et son chapeau, et soupait maintenant tranquillement avec les autres domestiques. Sans faire de réflexion, le sergent Cuff, qui tombait de plus en plus bas dans sa propre estime, s'éloigna et gagna le revers de la maison. Les ténèbres l'empêchèrent de voir l'entrée de ce côté, et j'eus beau l'appeler, il continua sa marche lorsqu'il fut arrêté par une petite porte donnant accès au jardin. Lorsque je le rejoignis pour lui montrer la véritable entrée, je le surpris en contemplation devant une des fenêtres de l'étage occupée par les chambres à coucher sur la façade de derrière la maison. Je levai les yeux à mon tour et je vis que ce qu'il considérait si attentivement était la fenêtre de la chambre de Miss Rachel, où des lumières allaient et venaient comme s'il s'y passait quelque chose d'inusité.
N'est-ce pas là la chambre de Miss Verinder demanda M. Cuff. Je répondis que oui, et je l'engageai à rentrer souper avec moi. Le sergent ne bougea pas, sous prétexte qu'il éprouvait du plaisir à humer pendant la nuit les senteurs du jardin. Je le laissai tout à ses plaisirs. Au moment où je rentrais, j'entendis près de la petite porte treillagée siffloter la dernière rose d'été. Le sergent venait de faire une nouvelle découverte, et la fenêtre de ma jeune maîtresse lui servait cette fois d'auxiliaire. Cette dernière pensée me ramena près du sergent, avec une phrase polie sur le regret que j'aurais à le laisser seul. « Y a-t-il quelque chose que vous ne compreniez point ?» lui dis-je en désignant la fenêtre de Miss Rachel. À en juger par le son de sa voix, le sergent avait sensiblement regagné dans sa propre estime. « Vous êtes de forts parieurs en Yorkshire, n'est-il pas vrai ?» demanda-t-il. « Eh bien, à supposer qu'il en soit ainsi, répondis-je. Si j'étais un Yorkshireman, fit le sergent en posant sa main sur mon bras, je parierais avec vous un joli souverain que votre jeune dame vient de se décider subitement à quitter la maison. Et si je gagnais là-dessus, j'en offrirais encore un pour soutenir que l'idée ne lui en est venue que depuis 1 heure. » La première supposition du sergent me fit tressaillir de surprise. La seconde se mêla dans ma tête avec le rapport du policeman, d'après lequel Rosanna était rentrée depuis environ 1 heure. Ces 2 idées réunies produisirent un singulier effet sur moi. Je quittai le bras du sergent, et, oubliant les usages, je le poussai afin de passer le premier et de prendre moi-même les informations. Le valet de pied, Samuel, fut la première personne que je trouvai dans le passage. « Milady vous attend, ainsi que monsieur le sergent, » me dit-il, avant que je pusse lui poser aucune question. « Depuis combien de temps nous a-t-elle fait demander ?» dit la voix du sergent derrière moi. « Depuis environ 1 heure, monsieur. » Encore la même coïncidence. Rosanna était revenue, Miss Rachel avait formé quelques projets extraordinaires, Milady nous avait mandé. Et tout cela dans la dernière heure. Il n'était pas agréable de voir tant d'éléments divers se réunissant ainsi à point nommé. Je montai, sans regarder le sergent, et sans lui parler, et ma main fut prise d'un tremblement quand je frappai à la porte de ma maîtresse. « Je serais peu surpris, me dit tout bas le sergent, s'il survenait quelque esclandre cette nuit dans la maison. Ne vous effrayez pas. J'ai mis une sourdine à bien d'autres esclandres de famille dans le temps. » Sur ces consolantes paroles, j'entendis la voix de Lady Verinder qui nous disait d'entrer. Et ainsi s'achève le chapitre 15. Donc j'espère que vous avez bien suivi et je vous dis à demain pour le chapitre suivant. Bonne soirée, merci.